Bonjour. Alors, aujourd'hui, on continue à remplir notre coffre à outils pour nous préparer pour faire un problème d'optimisation en long et en large. On a vu dans une dernière capsule comment tracer un polygone de contrainte, donc comment tracer plusieurs inéquations dans le même graphique. On a vu que la zone qui respecte toutes les inéquations ensemble s'appelle un polygone de contrainte. Alors ici, par exemple, on a différentes contraintes qui sont tracées et on a ce qu'on appelle ici une zone qui respecte toutes les inéquations, toutes les contraintes, et ça s'appelle un polygone de contrainte. Dans les faits, quand on va faire un problème d'optimisation, on va se retrouver à faire ça, on va se retrouver à tracer des inéquations. Et ce qui va nous intéresser éventuellement, ce sont les sommets de ce polygone de contrainte-là. Ça va nous permettre éventuellement, dans la majorité des cas, à répondre à la question finale d'un problème d'optimisation. Alors, comment déterminer les coordonnées des sommets de la zone en question qu'on vient de tracer? Je vais aller vous montrer l'exemple à la page suivante. Comment déterminer les coordonnées du sommet? Bon. Ici, dans un premier temps, avant de se lancer pour répondre à cette question-là, il faut identifier les sommets par des lettres majuscules. Okay? À votre guise, souvent, on prend les premières lettres de l'alphabet. Mais c'est vraiment à votre guise, là, vous pourriez prendre M, N, O, P, par exemple, comme sommet, tant que c'est des lettres majuscules. Okay? Fait qu'il faut être capable d'aller identifier les sommets par des lettres majuscules. Et si les droites qui forment le polygone de contrainte, en fait, les inéquations que forme le polygone de contrainte ne sont pas identifiées dans le graphique, comme ici, il faut au préalable les identifier. Parce que sinon, moi, je ne sais pas quelle inéquation est laquelle. OK? Donc, à la page précédente, c'est ce qu'on vous dit. Il faut être capable d'identifier les sommets par une lettre majuscule, okay? Et identifier les droites frontières de chaque inéquation. Nous, on a le réflexe dans les derniers, on avait le réflexe dans les dernières capsules de les numéroter. Okay? Inéquation 1, inéquation 2, inéquation 3. Vous pourriez, si vous désirez, pour les identifier, écrire l'inéquation comme vous l'avez ici dans l'exemple 1, ou vous pouvez les numéroter. Okay? C'est à votre guise. L'important, c'est d'être clair au niveau de la communication mathématique. Donc, on les écrit au long, les inéquations, ou on les numérote. Okay? Alors, comment être capable d'aller déterminer les coordonnées du sommet du polygone de contrainte? Dans les faits, si j'observe bien, par exemple, si je regarde le sommet B, bien, le sommet B ici, il est formé par quoi? Il est formé par deux droites. Il est formé par la droite ici qui descend et la droite qui monte. Donc, dans les faits, le sommet B est à l'intersection de deux droites. Et on a vu dans les dernières capsules comment trouver les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites. On a vu la méthode de comparaison, substitution et réduction. Alors, c'est ce qu'on va utiliser ici pour trouver les coordonnées des sommets du polygone de contrainte parce que, je le répète, les sommets du polygone de contrainte, dans les faits, c'est formé par l'intersection de deux droites frontières. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'exercice 2 avec toi pour illustrer tout ça. Ici, les inéquations sont déjà tracées. Le polygone de contrainte a été bien identifié. Mais par contre, les droites frontières de chacune des inéquations, on ne sait pas laquelle est laquelle. Okay? Donc, on va aller au préalable à aller identifier ça. Par la suite, on trouvera les coordonnées du sommet A, B, C et D ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai trois contraintes différentes au départ et j'ai les deux contraintes ici que je fais un aparté pour vous en reparler. Je vous rappelle que x plus grand ou égal à 0 puis y plus grand ou égal à 0, c'est ce qu'on appelle des contraintes de non-négativité. Hein, on en a parlé dans une dernière capsule. Ces deux contraintes-là ne seront pas dites dans le problème d'optimisation, mais elles vont être sous-entendues et on doit les ajouter tout le temps parce que dans les faits, nos deux variables, donc nos deux sujets dans notre problème d'optimisation, ça ne sera jamais négatif. Okay? Si je parle par exemple de quantité de blé, de quantité de soya, bien, je ne peux pas avoir moins 4 grammes de soya et moins 5 grammes de blé. Donc, les deux variables vont être positives. On doit ajouter ces deux inéquations-là dès le départ
d'un problème d'optimisation, même si on ne nous dit pas clairement, hey, fais attention, n'oublie pas, je ne peux pas avoir une quantité négative de blé de soya. Okay? Visuellement, ces deux contraintes-là de non-négativité, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, ça va avoir comme impact que ça va nous coincer dans le premier cadran, dans le graphique. C'est logique d'être coincé dans le premier cadran parce que nos deux variables ne peuvent pas être négatives. Mais sache que l'impact de ces deux contraintes de non-négativité-là, ces deux inéquations-là, ce que ça a comme impact, c'est que ton polygone de contrainte va se retrouver toujours dans le premier cadran d'un graphique. Okay? Donc, on se rappelle qu'un graphique, on a 4 cadrans. Le premier cadran est ici en haut à gauche. Nous serons toujours là en optimisation parce que mes deux variables x et y doivent être positives. Bon, maintenant, on se rappelle que l'objectif ici, c'est de trouver les coordonnées du sommet du polygone de contrainte. Donc, les coordonnées des sommets, donc A, B, C et D. L'objectif, c'est de trouver leurs coordonnées. Mais avant toute chose, on l'a dit précédemment, on doit avoir les sommets bien identifiés. C'est le cas ici par des lettres majuscules. Et les droites frontières des inéquations doivent aussi être identifiées, ce qui n'est pas le cas. Là, le mini-pépin qu'on a, c'est qu'on a 3 contraintes. 1, 2, 3. On a 3 inéquations, mais on ne sait pas laquelle est laquelle dans le graphique. Hein, on a une droite ici qui monte, on a une autre droite qui monte ici, et on a une droite qui descend. Bon. Alors, quelles sont les droites frontières associées à chacune de ces inéquations-là? On se rappelle que pour avoir la droite frontière, j'enlève le signe d'inégalité pour mettre un égal. Fait que la première droite frontière, c'est y égale x. La deuxième sera y égale moins 3x plus 5. Et la dernière sera y égale 2x plus 3. Alors, laquelle est laquelle? Question d'aller les identifier. Alors, si tu comprends bien le principe du taux de variation et de la valeur initiale, ça va bien aller. Si je regarde, par exemple, la deuxième, y égale moins 3x plus 5, moins 3 comme taux de variation, donc la droite descend, et la valeur initiale est 5, donc elle passe à 5 sur l'axe des y. La droite qui descend et qui passe à 5 sur l'axe des y, c'est celle-ci. Donc, celle-là sera l'inéquation 2. Je vais aller la numéroter pour l'identifier. La troisième, y égale 2x plus 3, taux de variation de 2, la droite monte, valeur initiale de 3, passe à 3 sur l'axe vertical. La droite qui monte et qui passe à 3 sur l'axe vertical, c'est celle-là. Donc ça, c'est mon inéquation 3. Hein, on a compris que l'inéquation 3, si on la complétait, la zone irait par là, parce qu'on voit que le polygone de contrainte est là. Et l'inéquation 2, hein, si on avait à déterminer la zone solution, on irait vers la gauche, comme on voit que le polygone de contrainte est vers la gauche par rapport à la droite frontière 2. La dernière, ben, c'est celle-là ici, qui est la première en fait. Y égale x, donc ça c'est comme si c'était y égale x plus 0. Alors la valeur initiale est 0 et elle monte tranquillement, taux de variation est de 1. On voit que c'est celle-là. Et la zone solution, bien évidemment, de celle-là serait vers le haut. Alors, une fois que ça c'est fait, clairement, il y a des sommets, parce que c'est notre objectif, trouver les coordonnées des sommets, il y a des sommets que ça va être plus facile à aller trouver. Par exemple, si je regarde le sommet A, c'est clairement une valeur initiale, c'est clairement un point sur l'axe des Y et c'est clairement ici à 3. Donc, quelles seront les coordonnées de ce sommet-là? Bien, le X vaudra 0, le Y vaudra 3, parce que c'est un point sur l'axe vertical. Je n'ai pas de calcul à faire ici. De la même manière, le sommet D, c'est l'origine du plan cartésien, donc c'est clairement 0, 0. Tu n'as pas besoin d'aller trouver les coordonnées des sommets dans l'ordre alphabétique. Hein? Tu remarqueras que je vais du plus facile au plus compliqué. Au niveau du sommet B, bon, le sommet B ici, ça va demander un petit peu plus d'énergie parce que c'est clairement pas l'intersection de quelque chose au niveau de la graduation. Donc, je vais aller travailler pour aller trouver les coordonnées de ce sommet-là. Au niveau de la coordonnée X du sommet B, ben, c'est entre 0 et 1, on ne sait pas trop combien. Et pour ce qui est de la coordonnée Y, ben, c'est entre 3 et 4. Okay, on ne sait pas combien non plus. Alors, tentons d'aller trouver ça. Le sommet B est formé par quelle droite et quelle droite?
Donc, le sommet B est formé par la droite 3 et la droite 2. La droite 2 et la droite 3 forment le sommet B. Et le sommet B est à l'intersection de ces deux droites-là. Alors, je vais aller indiquer dans le calcul de mon sommet B les droites que je vais utiliser pour trouver ces coordonnées. Donc, la droite frontière 2, la droite frontière 3. La droite frontière 2, c'est moins 3x plus 5. Et la droite frontière 3, c'est y égale 2x plus 3. Je vais utiliser ces deux équations de droite-là avec la méthode de comparaison, substitution ou réduction, pour arriver à trouver ces coordonnées. Maintenant, laquelle des trois méthodes je vais utiliser pour aller trouver les coordonnées du sommet B? Bien ici, est-ce que c'est comparaison, substitution ou réduction? Bien ici, le y est isolé dans les deux équations, donc la méthode de comparaison, c'est la plus facilitante ici. Donc, je vais aller mettre les deux équations égales l'une avec l'autre. Et je vais aller, rappelle-toi, isoler mon x. Donc, plusieurs manières de faire ici. Moi, je vais aller mettre mes x à gauche. C'est souvent votre réflexe. Donc, moins 5x plus 5 égale 3. Par la suite, si j'ai mis mes variables à gauche, je vais mettre mes constantes à droite. Donc, je vais enlever 5 de chaque côté. Je vais obtenir moins 5x égale moins 2. Et il va me rester à diviser par moins 5 pour arriver à un x qui vaut 2 cinquièmes. Ici, on est content d'être heureux. 2 cinquièmes, c'est 0,4 pile. Donc, au niveau décimal, comme c'est un développement décimal fini, on peut arrêter là et dire que le x vaut 0,4. Avant d'aller trouver ta coordonnée y de ce sommet-là, demande-toi, 0,4, ça a-tu de l'allure? Alors, le sommet B est là. La coordonnée x du sommet B, c'est à quelque part entre 0 et 1. Ça a l'air d'être un peu avant la moitié. Fait que 0,4, ça a bien de l'allure. Okay? Pour trouver les coordonnées de ton sommet B, on se rappelle comment faire. On prend l'une ou l'autre des deux équations de départ. Moi, je vais aller prendre celle-là, mais tu pourrais prendre l'autre. On se rappelle qu'on est au point d'intersection, donc l'une ou l'autre fait la job. Et je vais remplacer mon x par la valeur trouvée de 0,4. Si tu calcules ça, tu vas arriver à 3,8. Est-ce que ça a de l'allure, un y qui vaut 3,8 pour le sommet B? Ben oui, hein, ça donne pas loin de 4. Là. Fait que 3,8 pour le y, ça a bien de l'allure. Conclu, avant de passer au sommet suivant, donc le sommet B, c'est 0,4 pour le x, 3,8 pour le y. N'oublie pas, quand tu as des coordonnées fractionnaires, pas coordonnées décimales, pardon, mets un point-virgule entre tes deux coordonnées, question de bien les différencier. Tu remarqueras que je mets le nom du sommet collé sur ces coordonnées. Encore une fois, question de bien communiquer mathématiquement. Donc, j'ai trouvé les coordonnées du sommet B. Il me reste les coordonnées du sommet C. Et on va y aller de la même manière qu'on vient de procéder. Donc, le sommet C, on va aller identifier avec quelle droite et quelle droite je vais travailler pour trouver mon sommet C. Alors, mon sommet C est à l'intersection de la 1 et de la 2. Donc, droite 1, 1 et 2. Quelles sont les équations de la 1 et de la 2? Donc, l'équation 1, c'est y égale x. Équation 2, c'est y égale moins 3x plus 5. Je dois utiliser comparaison, substitution ou réduction pour trouver les coordonnées du sommet C. Ici, encore une fois, les deux y sont isolés, donc gâtons-nous. C'est la méthode qu'on connaît depuis plus longtemps.
Donc, je mets les deux équations égales l'une avec l'autre et j'isole au niveau de l'algèbre. Donc, ici, moi, je vais aller faire plus 3x de chaque côté. Il va me rester à diviser par 4. Encore une fois, ici, on est chanceux. 5 quarts, 1,25. Tu peux le laisser comme 5 quarts. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux laisser 5 quarts si tu as le goût ou tu laisses 1,25 ici. Pour trouver la coordonnée Y, je prends l'une ou l'autre des deux équations, mais celle-là est clairement simple. Hein? Le Y vaut combien? Bien, vaut la même chose que le X, 1,25 ou 5 quarts. Donc, les coordonnées de mon sommet C, c'est 1,25 pour le X, 1,25 pour le Y. Encore une fois, je conclus à la fin. Je donne les coordonnées du sommet en l'identifiant clairement avec ces lettres majuscules, tout juste devant la parenthèse. Donc, j'ai trouvé les coordonnées du sommet C et donc j'ai trouvé les coordonnées de mes 4 sommets de mon polygone de contrainte. Je vous rappelle que pourquoi on fait ça, c'est qu'éventuellement, dans un problème d'optimisation, on devra tracer le polygone de contrainte et trouver les coordonnées des sommets parce que notre réponse finale à notre problème d'optimisation va souvent résider dans un des 4 sommets du polygone de contrainte. De là l'importance d'y trouver. Pour ce qui est du travail, l'exercice 1, tu peux aller le faire. Tu vas voir que c'est assez simple, là, étant donné les coordonnées des sommets sont sur les axes, donc ça se fait très rapidement. Et je vais t'inviter à aller faire l'exercice 3, qui lui va être un super bel exercice parce que tu comprendras bien ici qu'il n'y a aucun polygone de contrainte de tracé. Donc, tu devras aller tracer chacune des inéquations, trouver ton polygone de contrainte, et par la suite, aller trouver les sommets de ton polygone de contrainte. Donc, super bel exercice ici, l'exercice 3. Encore une fois, on risque d'être fatigante. Je te rappelle que c'est super important de, oui, te mettre en action, donc de faire des efforts, mais d'user de stratégie. La stratégie ici étant notamment d'aller vérifier ta démarche dans le corriger. Bon travail!